Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous, il est 20 heures. Après ce flash info sur les résultats particulièrement étonnants de la présidentielle 2022, un reportage sur une créature très étrange. Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob fascine les biologistes du monde entier. Tout de suite le reportage signé Elie Vayette et Jean Kirstein. Le blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, car il n'est constitué que d'une immense cellule qui contient des milliers de noyaux, ce qui permet de lui conférer une place particulière dans l'arbre du vivant et par là dans la communauté scientifique. Il appartient en réalité à une catégorie d'êtres vivants assez peu connue, les amoebozoaires. Il est plus précisément membre de l'ordre des Physaorales dans la classe des Myxogastria. Étant très facile à cultiver in vitro, il est très utilisé dans de nombreuses études et expériences. La caractéristique qui le rend particulièrement intéressant, c'est sa quasi-immortalité, car il est capable de résister au feu, à l'acide, aux balles, et dans le cas où il serait vraiment en danger, un environnement trop chaud, au-dessus de 30 degrés, ou en absence de nourriture longue, il sera capable d'entrer en dormance en se desséchant complètement. Il quittera cette forme de dormance appelée sclérote, dès que son environnement sera redevenu propice à son développement. Mais n'ayant pas de pattes, on peut se demander comment le blob parvient à se déplacer et surtout à grandir. Il utilise pour cela son liquide cytoplasmique pour créer un courant appelé shuttle streaming qui fait pression sur ses parois, lui permettant de se déplacer à une vitesse comprise entre 1 et 5 cm par heure. Alors, pour en savoir plus, nous avons pu interroger Monsieur Villala, professeur de sciences et vie de la Terre au lycée Pierre-Paul Riquet. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview pour BOF TV. Alors, première question, comment ce projet a-t-il pu se mettre en place? Alors, bonjour Baptiste. Ce projet, en fait, il est le résultat d'un partenariat entre le CNES, le CNRS, l'Éducation nationale et, j'ai oublié qui, Audrey Dussutour surtout, à Paul Sabatier, qui a travaillé sur le blob, et surtout les expériences qui se sont faites dans l'ISS avec Thomas Pesquet. Donc on a travaillé en partenariat de façon à reproduire, nous, sur Terre, des expériences qui étaient en cours avec Thomas Pesquet. Bon. Du coup, pour ma deuxième question, qu'est-ce que les élèves ont préféré dans ce projet? Alors, ce que les élèves ont préféré dans le blob, c'était surtout les expériences, c'est-à-dire, en fait, quand on a réalisé les boîtes de pétri, avec la gélose, mettre les petits morceaux de blob, le voir se développer. Bon, c'était pas toujours facile parce qu'on avait une seule caméra qui filmait généralement une seule boîte. Donc, il a fallu faire œuvre de, on va dire, de patience pour avoir des résultats intéressants. Mais je pense que c'est ça que les élèves ont préféré. C'était, en fait, utiliser les boîtes de pétri, mettre le blob à l'intérieur, et travailler en milieu stérile, voilà. Il fallait faire attention à beaucoup de choses et ça leur a plu. Du coup, ça permet de faire un enchaînement sur la troisième question. Comment les scientifiques vont interpréter ces résultats? La question, très dure ça. Comment les scientifiques vont interpréter? Celle qui interprète, c'est Audrey Dussutour, hein, qui est à l'université Paul Sabatier et qui fait de la science participative, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont adopté des blobs et par rapport à tous ces résultats, c'est elle qui va pouvoir en tirer quelque chose, c'est-à-dire est-ce que le blob se développe de la même façon dans l'espace en micropesanteur ou est-ce qu'il se développe différemment lorsqu'il est dans un milieu, puisque le blob habite normalement dans les forêts. Hein. Voilà, moi je sais pas trop là. Ok, et donc pour finir, la question c'est qu'est-ce que vous avez préféré dans ce projet, dans le lycée? Alors qu'est-ce que j'ai préféré? Moi j'avais lu le livre de Audrey Dussutour, et je trouvais ça passionnant de s'intéresser à un organisme qui n'a pas de cerveau, mais qui est capable de raisonnement. Donc on a essayé de faire des expériences un petit peu pour réfléchir sur justement comment cet organisme pouvait être capable, par exemple, de retrouver son chemin dans un labyrinthe, d'éviter du sel, etc. Donc toutes ces expériences, je trouve passionnantes parce que c'est de comprendre qu'un organisme aussi simple est capable, par exemple, de faire des choix. Eh bien, Monsieur Villala, merci beaucoup pour cette interview et pour toutes ces réponses et pour votre participation pour notre reportage. À vous les studios. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons après cette courte page de publicité pour un reportage sur les poiriers de Charente-Maritime.